Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure en votre compagnie afin de revenir sur l'actualité de la semaine. François Bayrou a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, une sorte de grand oral où le Premier ministre n'a pas pris de risque. Il a tenté de jouer l'apaisement au milieu du vacarme et des cris des députés de la France insoumise. Qu'avez-vous retenu de ces paroles ? Sa proposition de réétudier la réforme des retraites, péniblement votée à coup de 49-3 en 2023, les gages qu'il a donnés au Parti socialiste pour éviter qu'il ne vote la motion de censure, manœuvre réussie. On va vous entendre Michel. On évoquera aussi la tactique de la France insoumise qui se précise jour après jour, installer le chaos et la cohue pour faire progresser ses idées pré-révolutionnaires, attaquer, cyberharceler tous ceux qui ne pensent pas comme elle, quitte à les menacer ou tenter même de les faire taire. Autre sujet majeur, l'espoir et l'inquiétude après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Une trêve qui devrait permettre le retour d'une trentaine d'otages, dont 2 de nos compatriotes français, Ofer et Ohad, en échange de centaines de terroristes palestiniens prisonniers en Israël. Quel rôle Donald Trump a-t-il joué dans cette négociation ? Est-ce qu'il y a un espoir de paix durable selon vous ou pas ? Puisqu'aucune solution politique pérenne n'est encore sur la table. On vous entendra, Michel Onfray. Enfin, Marine Le Pen a donné une interview exclusive au JD News cette semaine dans laquelle elle revient sur l'abandon dans lequel se trouve Mayotte et également sur la mort de son père, Jean-Marie Le Pen. Comprenez-vous ce qu'elle dit lorsqu'elle confie ne s'être jamais pardonnée en tant que fille d'avoir exclu son père de son propre parti, le Front National, en 2015, alors que la dirigeante politique assume et revendique son acte. Intéressant, là aussi, d'avoir votre analyse, Michel. C'est parti pour aujourd'hui. On commence par la politique ? Allons-y. François Bayrou, Premier ministre, évidemment, qui était dans la cohue de l'Assemblée nationale, dans le brouhaha. Il a tenté de faire passer quelques idées, une vision peut-être du pays. À quel terme, ça, on verra bien le temps qu'il lui reste. Écoutez ce qu'il dit sur les retraites, puis après, je vais vous demander ce que vous en avez retenu au fond, Michel. D'abord, François Bayrou sur les retraites. Plus personne ne nie qu'il existe un lourd problème de financement de notre système de retraite. Et en même temps, nombre des participants à ces discussions, notamment les organisations du dialogue social, les organisations syndicales, ont affirmé qu'il existait des voies de progrès et qu'on pouvait obtenir le même résultat par une réforme plus juste. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la méthode Bayrou, Michel Onfray ? D'abord, je pense qu'Emmanuel Macron a détruit la démocratie et la République. On voit comment ça fonctionne là, c'est-à-dire que la Ve République n'existe plus. Le fonctionnement du général de Gaulle, je dirais, cette façon de solliciter le peuple en lui demandant son avis, soit avec des élections, soit avec des référendums. Les référendums, il n'y en a plus, c'est pas compliqué. Et quant aux élections, on dit vous avez mal voté, donc si vous votez bien, on prend en considération ce que vous dites. Si vous votez mal, on jette à la poubelle. Mais là, c'est la démocratie. Pardon ? Là, c'est la démocratie. Non. On sait très bien que... C'est des députés élus par nos voix. Non, cet homme, il a rien fait de ce que le peuple a dit. Emmanuel Macron, il a même fait très exactement le contraire de ce que le peuple a demandé. C'était très clair ce qui a été demandé. Il y a un parti qui est arrivé en tête. Après, il y a une coalition de partis qui, en se coalisant, bien sûr, permet d'arriver en tête. Mais le jeu démocratique, c'est ça. C'est pas le caprice de M. Macron. Le jeu démocratique, c'est on sollicite le peuple. Le peuple dit majoritairement qu'il souhaitait Jordan Bardella. On aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. C'est simplement la voix du peuple. C'est le désir du peuple, c'est le souhait du peuple. Lui, depuis le début, il dit au peuple, ou vous êtes d'accord avec moi et ça ira, ou vous n'êtes pas d'accord, et je mets tout ça à la poubelle. La Ve République, c'est ça. C'est un contrat entre le chef de l'État et son peuple. Le général de Gaulle nous dit, si le peuple ne me soutient plus, je ne suis plus rien, je m'en vais. Lui dit, si le peuple ne me soutient plus, je suis tout, et ils s'en vont, peuple. Ils ça, c'est Emmanuel Macron. François Bayrou. François Bayrou, c'est l'homme qui est nommé ici pour faire cette politique qui consiste à dire, on méprise tous ceux qui ne sont pas du bloc central, disons-le comme ça. C'est-à-dire aussi bien la France insoumise, que le nouveau Front populaire plutôt, que le Rassemblement national. Sauf qu'on donne des gages, une fois aux uns, une fois aux autres. Alors, par exemple, là, on a donné des gages à la gauche. Mais c'est du aux socialistes, verbe. Oui. Aux socialistes, mais c'est du verbe, puisque M. Bayrou est un europééiste convaincu, forcené depuis, je ne sais pas, un demi-siècle. Et il nous dit qu'il est naïf quand il a perdu ses feuilles. Il n'est pas naïf, hein. Il a dit néophyte. Pardon. Il est néophyte et il laisse croire qu'il est naïf.
Mais pas du tout. Voilà quelqu'un qui est dans une logique européiste et l'Europe a demandé de réduire le temps de travail. C'est une directive, enfin c'est une décision européenne. Et la France y consent, donc il ne faut pas laisser croire qu'on a le choix. Il est juste en train d'en fumer. Et on ne touchera pas à ça puisque ça a été obtenu de haute lutte et que c'est une exigence de l'Europe. Donc, il ne reviendra pas là-dessus. Donc, toute minute gagnée est une minute gagnée. Donc, on en fume, on va discuter, on va se retrouver ensemble. Si vous avez des possibilités de changer les choses, on les changera. Si vous n'avez pas de possibilité de changer les choses, on ne changera rien. Etc. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? On continue à voir le temps qui passe tranquillement. Et à un moment donné où Emmanuel Macron pourra redissoudre l'Assemblée nationale et la refaire à sa main. Et puis, par ailleurs, regardez, la fin de la démocratie, c'est quoi ? Ce sont les vociférations, les hurlements de la France insoumise. C'est sidérant de voir ces gens, puis même le reste, pas seulement la France insoumise. Moi, j'ai regardé, pour les besoins de notre émission, j'ai regardé l'heure et demie que ça a pu durer. On voit des femmes qui arrivent avec des baskets et qui tiennent leur téléphone portable pendant que le discours a eu lieu. On voit pas que les femmes, j'imagine. Non, j'ai juste vu une paire de baskets. Après, on voit des gens qui lisent un journal. Après, on voit des gens qui ouvrent leur ordinateur et qui sont en train de taper sur leur ordinateur. Il faut leur courrier. Il y a des gens qui, semble-t-il, ont envoyé des vœux. Hop, on a écrit un petit mot. On donne à l'huissier qui s'en va donner à quelqu'un d'autre. Après ça, il y a les gens qui tapotent sur leur téléphone portable. Mais c'est pas ça l'expression de la démocratie. Et c'est pas la vocifération et l'hurlement. À chaque fois qu'il y a une phrase, on l'interrompt. On est grossier. On est vulgaire, on est avachi, etc. C'est pas la démocratie. Donc ça n'est pas la démocratie côté Macron quand on dit au peuple « tu as mal voté, tu n'existes plus ». Ça n'est pas la démocratie non plus que d'accepter tout ça. Moi, je suis assez âgé pour me souvenir, pas vous. Pas tant que ça, Michel. Mais si, mais de Jacques Lang arrivant avec un costume Thierry Mugler. Très joli costume. Col Mao. Voilà, pas de cravate. Mais ça avait créé un tollé. On estimait que c'était inadmissible. Il est toujours d'ailleurs, Jacques Lang. Mais il était très élégamment habillé, il était correctement vêtu, et puis en plus de ça, il portait la mode française. Enfin, c'était très bien qu'il arrive comme ça. Mais là, il n'y a pas de tenue. Les jeans, les chemises ouvertes, etc. La démocratie, c'est aussi ça. C'est-à-dire, quand on représente le peuple, il ne faut pas le représenter en pensant que quand on sera avachi, grossier, vulgaire, on représentera le peuple. C'est pas ça, le peuple. Le peuple n'est pas grossier, avachi, vulgaire. Ces gens-là confondent le peuple et la populace. La populace, c'est un peuple. Oui, ils le méprisent. C'est pas pareil. Oui. Je veux dire que quand on se réclame du peuple, on a des obligations, on a des devoirs à l'endroit du peuple. Mais ces gens-là sont la populace. C'est-à-dire, je le redis, un peuple sans cerveau. Et la démocratie est 2 fois morte dans cette aventure. Je voudrais juste qu'on écoute un autre passage de François Bayrou, Michel Onfray, où il critique en creux la méthode Macron, notamment les petites phrases d'Emmanuel Macron. Et il revient d'ailleurs de façon étonnante sur l'épisode des Gilets jaunes. Écoutez-le. Je voudrais m'arrêter un instant à un mouvement que nous avons tous connu et qu'à mon sens nous avons négligé. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Sur les ronds-points, il y a 6 ans, ils ont dénoncé l'état qu'ils ressentaient de notre société. Et cet état, c'était la division du pays entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Ceux qui passent à la télévision et ceux qui sont devant l'écran. Ceux qui sont des milieux de pouvoir, des arrondissements, par exemple, centraux de Paris, et les autres qui ont la certitude d'être oubliés et d'être négligés. Je suis assuré, je suis certain que la promesse française suppose que nous puissions abattre le mur qui existe entre les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons reprendre l'étude des cahiers de doléances qui ont été présentés par les Gilets jaunes, de manière que s'expriment dans notre société les attentes, souvent les plus inexprimées, qui sont celles des milieux sociaux exclus du pouvoir. Alors, est-ce qu'on vient d'entendre François Bayrou, Michel Onfray, vous adhérez à cette analyse sur les exclus, en gros la France d'en bas par rapport à la France d'en haut, et puis cette petite critique en creux de Emmanuel Macron qui disait les gens qui ne sont rien. Il la reprend quand même, ça, François Bayrou. Oui, il y a une constante chez lui, c'est la haine de l'argent chez François Bayrou, donc ça c'est plutôt sympathique. Mais dans son long discours, il y a eu aussi un moment où il a dit « Regardez la catastrophe française, il y a eu ceci, il y a eu cela », et il a intégré les Gilets jaunes, en disant qu'il faisait aussi partie de la catastrophe française. Des crises successives. Voilà. Donc là, il est dans le « en même temps » macronien, on ne peut pas dire dans un premier temps
que les Gilets jaunes ont contribué à la catastrophe, puis après ça, dire il y a eu des états généraux avec des cahiers de doléances. C'est sympathique, les cahiers généraux, tout ça, ça sent bon, ça en 1789, mais c'était à l'époque qu'il aurait fallu en faire quelque chose. D'ailleurs, c'est sidérant de la part d'Emmanuel Macron de demander des cahiers de doléances pour dire « mais vous voulez quoi ?» Un chef de l'État, il sait ce que le peuple veut. Et puis il ne dit pas les sentiments. Alors là, dans une espèce de syntaxe approximative, il est quand même agrégé de lettres classiques, mais il nous dit les sentiments que les gens ont de ce qu'ils croient être, etc. Mais non, les gens, ils n'ont pas un sentiment d'eux. Ils savent ce qu'est véritablement la réalité. Donc pas besoin d'aller rechercher des cahiers de doléances qui ont permis à l'époque d'éteindre le feu qui était en train de grandir. On sait très bien ce que les Français veulent sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, sur la question de l'école, de la médecine, de la santé. Mais c'est très clair, on le sait très bien. Simplement, l'Europe ne veut pas ça. Il y a un hiatus entre ce que veut le peuple et ce que veut l'Europe. L'Europe, elle est dans une logique de marché, et dans une logique de disparition de la nation. Le Français de base, il dit, mais moi je veux qu'on ait une nation et que cette nation nous protège. Je ne veux pas que mon chef d'État, le chef de mon État, le chef de mon pays, fasse la politique de l'Europe, qui est la politique de tous les autres pays, sauf la politique de la France. Je veux qu'il nous protège, et notre chef d'État ne nous protège pas. Donc pas besoin de solliciter des États généraux pour fabriquer des cahiers de doléances dont on ne fait rien, et pas besoin non plus d'aller rechercher les cahiers de doléances, le temps d'aller les chercher, de les ouvrir, d'en faire une synthèse, de mettre des fonctionnaires sur le coup. Il se passera des mois encore. Mais il sera déjà plus Premier ministre. Donc on sait ce que le peuple français veut, et on sait très bien que c'est le contraire de ce qu'Emmanuel Macron veut, et lui, il a le pouvoir, et il dit juste, parlez, vous allez pouvoir causer autant que vous voudrez, de toute façon, je ne ferai rien de ce que vous voulez. On sait très bien ce qu'est le désir des Français. Et d'ailleurs, sur CNews, il y a régulièrement des sondages qui sont proposés sur un certain nombre de sujets, et il y a des majorités pour un certain nombre d'options. La sécurité, la tranquillité, la sûreté, la démocratie, et une immigration choisie et construite, et pas du tout une immigration sauvage. Bien sûr. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer le Rassemblement national qui n'a pas voté la motion de censure, non plus évidemment, elle a échoué. Jordan Bardella a été notre invité cette semaine. Lui, il estime qu'à l'échelle de la planète, les peuples sont en train de se réveiller. On va l'écouter, puis je vais vous demander ce que vous en pensez. L'histoire de notre pays, l'histoire de France est un théâtre permanent, une confrontation permanente entre des hommes et des femmes qui se sont accommodés du déclin de la France et ceux qui précisément ont dit non et ont voulu se lever pour redresser notre pays. C'est ce que Malraux appelait, gaulliste de la première heure, la force du non dans l'histoire. Eh bien aujourd'hui, l'esprit de la soumission, l'esprit de la défaite, l'esprit de la France est trop petite, nous le combattons. Le mouvement aujourd'hui qu'on est en train de voir dans beaucoup de démocraties occidentales, c'est au contraire un mouvement de réappropriation de la politique par les peuples. Les peuples sont en train de se réveiller. Ça vous va comme vision, Michel Onfray? Est-ce que les peuples... Non, mais alors, je ne parle pas du Rassemblement national, mais est-ce que, pour vous, il y a un réveil des peuples? Juste une petite précision, quand il fait de Malraux un gaulliste de la première heure, il est gaulliste à peu près en mars 1944. Malraux, ça fait pas de la première heure. C'est vrai, et vous nous l'avez souvent dit sur ce plateau. Oui, et donc bravo pour le Malraux qui devient gaulliste et pour le grand ministre de la Culture et le grand penseur, le grand théoricien de l'art que Malraux a été. Mais si vraiment on veut respecter la vérité historique et l'histoire, non, c'est pas un gaulliste de la première heure, c'est un rallié très tardif. Tout ça après, on n'entre pas dans le détail. Simplement, je crois qu'on ne peut pas dire les peuples se réveillent, des peuples se réveillent, et pas tous. Pas tous. Comment est-ce que le peuple chinois pourrait se réveiller ? Par exemple, comment est-ce que le peuple russe pourrait se réveiller? On ne peut pas dire les peuples. Non, en Hongrie, peut-être, en Roumanie, et d'ailleurs quand les peuples se réveillent en Roumanie, on leur dit vous avez mal voté. Vous avez mal voté. D'ailleurs, les élections se sont faites sous influence russe, donc on annule les élections russes, les élections roumaines, exactement comme le pouvoir algérien avait annulé les élections quand, à l'époque, les musulmans risquaient d'arriver, intégristes risquaient d'arriver au pouvoir. Donc non, on ne peut pas dire les peuples, des peuples, ici, là ou ailleurs. Trump, bien sûr, mais c'est pas suffisant. Donc il y a plein d'endroits où on aimerait voir les peuples pouvoir se soulever, mais ils ne peuvent pas. Si vous vous soulevez quand vous êtes à Moscou, quand vous êtes à Pékin, vous prenez une balle. Donc c'est plus compliqué que ce qu'il veut bien dire. Il y a des peuples qui se réveillent, et puis d'autres qui ne peuvent pas se réveiller. Je pense que la France ne fait pas partie des peuples qui veulent se réveiller. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça bouge véritablement. Il y a des petites révoltes,
des révoltes paysannes, des révoltes de fonctionnaires parfois, des révoltes de la SNCF, des cheminots. Mais ces petites révoltes ne font pas les grandes rivières d'une révolution, et c'est tant mieux. Il s'agit de faire. N'appelez pas à la révolution, mon cher Michel. Mais j'appelle à des révolutions, pas la révolution, pas une révolution dans l'esprit de 1789, encore moins de 1793, celle qui fascine la France insoumise et en général et Mélenchon en particulier, mais à des révolutions douces, à des révolutions girondines, par exemple. C'est pas compliqué non plus d'imaginer que quand le dernier général de Gaulle propose des réformes comme la participation, comme la décentralisation, il propose des choses qu'on pourrait reprendre aujourd'hui. Ce seraient des réponses d'ailleurs aux Gilets jaunes et aux Français. La théorie de la participation, ce qui nous permettrait d'ailleurs de repenser la question des retraites. Parce que là, on pense ça en termes platoniciens, pour ou contre. 60 ans, pas 60 ans, 62, pas 62, combien de cotisations, etc. Mais on fait du travail une espèce d'idole majuscule, avec un T majuscule, une idée platonicienne. Mais le travail que je fais, je ne parlerai pas pour vous, et moi c'est un travail que j'aime. Je peux travailler 10 heures par jour, je n'ai pas de vacances, je n'ai pas de week-end, c'est mon plaisir de lire, d'écrire, de travailler, etc. C'est pas exactement la même chose de ce que fut le travail de mon frère, par exemple, qui entretenait le matériel dans une carrière et qui est un travail douloureux, pénible, de souffrance. Quand vous travaillez, qui fait 2 degrés dehors et que vous avez les mains brûlées par le froid et qu'il faut, etc., etc. Donc, il faut repenser le travail. Là aussi, il faut une révolution sur le terrain du travail, plutôt que de penser que le travail n'a pas bougé depuis la révolution industrielle. Et aussi la rémunération, encore une fois. Parce que travailler, si c'est pour gagner de l'argent, ok, mais travailler sans rien gagner pour ensuite ne rien pouvoir transmettre à ses enfants, non. Mais bien sûr, disent non. Mais bien sûr. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai des amis restaurateurs qui me disent qu'ils ne tiennent personne dans leur entreprise. Je dis, mais t'as vu comment tu les payes, t'as vu comment tu les... Mais ils me disent, mais moi, je peux pas les payer plus cher. Quand tu vois les charges, etc., ils disent, voilà, je ne peux pas. Et puis après, il m'est arrivé à Caen d'arriver à 9h10 dans un restaurant et de m'entendre dire, est-ce que vous allez prendre un dessert? Je dis, je sais pas, je me suis pas encore assis. On me dit, mais si vous commandez un dessert, de toute façon, ça va ajouter un quart d'heure. Et comme vous venez d'arriver à cette heure-ci, il me faudrait une seconde équipe. J'ai pas de seconde équipe. Eh bien, j'ai dit, tant pis, vous n'aurez pas de premier dîner, de premier service. Mais c'est pas normal que le travail soit à ce point rigidifié. Oui. Donc il faut d'abord cette révolution du travail, la penser différemment, cette question, et puis arriver à des questions après pragmatiques avec les syndicats. Mais demander aussi aux gens. Il y a des gens qui veulent travailler beaucoup, d'autres qui veulent travailler pas beaucoup. Il y a des gens qui veulent travailler en début de semaine, d'autres pas en début de semaine. Il y a des gens qui veulent travailler 12 heures par jour, d'autres pas. Il y a des gens qui veulent travailler sur 3 jours. Il y a des gens qui veulent des tiers-temps, des mi-temps, etc. Il y a des gens qui veulent du télétravail, il y a des gens qui veulent du travail partagé. Enfin, c'est tout ça qu'il faut repenser. Vous avez raison. On a écouté Jordan Bardella, un mot de Marine Le Pen, qui a accordé cette semaine au JD News une interview exclusive, à l'issue d'une semaine particulièrement mouvementée pour elle. Elle était à Mayotte, dans l'avion de retour de Mayotte, lorsqu'elle a appris la mort de son père Jean-Marie Le Pen. Elle a eu cette confidence aux équipes du JD News à propos de l'éviction de son père en 2015 du Front National, après une réitération de propos antisémites qui avaient été déjà condamnés. Elle dit, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que j'aurais pu éviter cela? La question que les journalistes lui posent, c'est, est-ce que vous vous êtes pardonné d'avoir éjecté votre père de ce parti? Elle dit, non, je ne me le pardonnerai pas. Vous comprenez cette phrase, Michel Onfray? Oui, on a beaucoup parlé des Atrides, vous savez, enfin du théâtre grec, de la tragédie grecque, les Échille, Sophocle, Euripide, enfin tous ces gens qui font des trucs incroyables. Vous êtes amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas parce qu'il est amoureux de quelqu'un qui s'avère être votre père, mais qui est aussi le père du fils de celui que, etc. Des choses incroyables dans les familles. Et donc les Atrides, on en parle beaucoup dans la famille Le Pen depuis le début. Donc oui, qu'il y ait, comme chez Corneille, un conflit entre le cœur et la raison, entre le cœur d'une fille. C'est pas rien d'être la fille d'un père comme ça, qui plus est. Et puis c'est pas rien non plus d'hériter d'un parti de son propre père. Alors soit elle est dans une même logique que celle de son père, mais finalement son père a choisi sa fille et pas Bruno Gollnisch. On a vu le retour de Bruno Gollnisch, qui lui est très le péniste Jean-Marie, quoi. Elle avait une autre ligne. Si le père ne savait pas qu'en confiant le parti à sa fille, il actait normalement un changement de ligne, c'est qu'il s'est trompé. Et je ne peux pas imaginer que Jean-Marie Le Pen se soit trompé. Il a voulu que ça reste dans la famille, en évinçant Gollnisch qui lui aurait assuré la pérennité d'une ligne. Il tuait d'une certaine manière lui-même le Front National. Et puis après tout, le marin qu'il était peut-être du genre à se saborder. Mais quand sa fille se retrouve devant des dilemmes, pour le coup cornéliens, en disant elle n'est pas antisémite, elle n'a jamais été condamnée pour antisémitisme, elle tient des propos sur Israël, sur les Juifs aujourd'hui, qui sont des propos très clairs et très honorables. Donc c'est pas du tout la même chose. Et puis elle a son âge, et son père a son âge. C'est-à-dire Le Pen, il faisait partie des gens qui avaient connu la guerre, même jeune. Il était très jeune lui pendant l'occupation, mais enfin qui était formé à cette époque-là, où on parlait Bougnoul, Youpin avec ses grossièretés, ses vulgarités qu'on n'utilise plus aujourd'hui, alors que ça s'utilisait dans ces milieux d'extrême droite. Et donc on a changé de monde. Et puis lui, c'était un vieux monsieur. Elle n'est pas du même monde.
et sur un certain nombre de sujets, même sur l'économie. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen, à un moment donné, on lui dit « mais vous êtes fasciste ». Et il dit « je ne suis pas assez socialiste pour être fasciste ». Ce qui était assez drôle comme façon de répondre. Mais cette conception de l'économie qu'a sa fille aujourd'hui, qui est plutôt une économie de gauche, une conception de gauche de l'économie, une retraite assez tôt, une protection des travailleurs et du travail, etc. Bon, il y a ça chez elle, il n'y avait pas ça chez Jean-Marie Le Pen. Moi, quand je lisais ses programmes dans les années 90 et que je luttais contre le libéralisme, déjà, le programme de Jean-Marie Le Pen était ultra-libéral. C'est d'ailleurs le projet de, je ne veux pas l'insulter en disant ça, mais d'Éric Zemmour. Je l'ai entendu l'autre jour. Sur le plan économique, sur le terrain économique, c'est ultra-libéral. Donc il y avait sur l'antisémitisme quelque chose d'inacceptable, mais daté historiquement, qu'il n'y a plus chez sa fille. Sur le terrain de l'économie, même chose, un ultra-libéralisme de mode un peu, parce que Mitterrand s'est converti au libéralisme en 83 du siècle dernier. C'était l'époque Thatcher, c'était l'époque Reagan, et c'était l'époque où tous les gens de droite, on avait des Madelin et quelques autres qui défendaient ces thèses-là. Aujourd'hui, on a changé de monde. Le PC n'est plus le même, le PS n'est plus le même. Le Front National, ils ont même changé de nom, les gens du Front National. Donc il y a eu un conflit de cœur chez cette fille qui dit « je suis obligé de me séparer d'un père ». C'est un père antisémite et je ne peux pas tolérer que l'antisémitisme soit dans le parti. Et puis qu'elle puisse se dire « mais nous, on a un parti à changer, à modifier, à moderniser ». Oui, je comprends qu'il y a eu une souffrance. Mais évidemment, c'est l'occasion, le décès de son père, de faire savoir cette souffrance. Je sais pas si elle, enfin, je sais pas, on saura peut-être un jour, mais peut-être écrira-t-elle un livre sur son propre père, et sa propre histoire. Mais ce qu'ont été vraiment les relations, qui s'est dit quoi, quand, comment, de quelle manière. Lui avait le sens du pardon, semble-t-il, a voulu réunir toute sa famille. En disant, je suis un vieux monsieur, je vais bientôt disparaître, donc il a dit aller au-delà des différences idéologiques, je refais ma famille autour de moi pour mourir tranquille. Donc ça, il faudra écrire ça sereinement un jour, cette histoire. Comment est-ce qu'elle en arrive, elle, à prendre le contre-pied d'une ligne qui aurait été celle de Gollnisch pour faire un autre Front National devenu Rassemblement National. Michel Onfray, on fait une petite pause. On continue ce débat qui est passionnant dans un instant sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer maintenant la situation en Israël, avec des Israéliens qui sont partagés, très partagés face à l'accord de cessez-le-feu qui vient d'être fait entre le Hamas et leur État, coordonné par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. Ils oscillent à la fois entre la joie de revoir certains de leurs otages, on parle d'une partie des otages, une trentaine qui devraient être libérés dimanche à partir de dimanche, et contre des centaines de terroristes palestiniens actuellement prisonniers en Israël. Dans cette liste des otages qui pourraient être libérés, il y a notamment nos deux compatriotes, Ofer et Ohad. Je rappelle que CNews et Europe 1 sont les seules chaînes à avoir chaque jour à rappeler leur nom pour pas qu'on les oublie au fond des geôles du Hamas. Il y a une profonde inquiétude, évidemment, en Israël sur la stratégie mise en place par Benjamin Netanyahou. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Il y a la joie peut-être de retrouver les otages vivants. Pour une partie d'entre eux, on sait que certains sont morts. Et puis il y a le risque sécuritaire majeur pour Israël. Oui, moi je voudrais placer tout ça sous le signe de la torture. C'est-à-dire qu'on a vu avec la disparition de Jean-Marie Le Pen, on a un peu parlé du rôle de la torture pendant cette guerre d'Algérie, et tout le monde est contre la torture, et tout le monde trouve inadmissible qu'on puisse torturer, et la Déclaration des droits de l'homme interdit la torture, et nombre de textes de droit qui relèvent du droit de la guerre interdisent la torture, et tout ça est fort sympathique. Mais je rappelle que les otages sont torturés, bien sûr. Y compris Boualem Sansal, qui est un otage, et qui est torturé. C'est-à-dire les mauvais traitements physiques et psychiques, ce sont de la torture, c'est de la torture, la privation de liberté, c'est de la torture, faire savoir qu'on va tuer ou pas tuer, violer des femmes, abuser des femmes, faire savoir qu'on va tuer en disant qu'on ne tue plus, et que, etc., etc. Ce qui est arrivé à Dostoïevski, on lui dit préparez-vous, on va vous tuer, on vous met le revolver sur la tempe, et puis on dit poisson d'avril, etc. C'est de la torture. Donc ça continue la torture, et la France Insoumise et tous ces gens qui estiment que finalement on a le droit de torturer les otages. Les otages sont torturés. Disons-le, ce sont des otages, mais ce sont des gens qui subissent la torture, et là, personne ne bouge. On parle de génocide en face, on parle de... Alors là, évidemment, un génocide, c'est la destruction systématique de tout un peuple. Moi, j'étais il y a quelque temps en Israël, j'ai vu beaucoup de Palestiniens en Israël qui faisaient des métiers à l'hôtel où j'étais, ou dans un restaurant où j'allais, qui étaient des Palestiniens, et personne ne les a égorgés. Un génocide, c'est ça, on tue tout le monde. Là, il y a des gens qui sont des otages et qui sont torturés. Et donc, le Hamas torture. Et là, d'un seul coup, politique des otages, on nous dit, allez hop, on en prend 100, on les garde, puis après, on va se servir, on va monnayer. On s'en sert, voilà, exactement. Quand on monnaie les otages, on est dans la torture. On continue à torturer. Je donne pas. Je donne du vivant, je donne du mort. Je ne sais pas s'il est vivant, il est peut-être mort. Peut-être allez-vous recevoir votre fils dans un cercueil.
Peut-être allez-vous retrouver votre fille en morceaux, dépecée, dans un sac en plastique, en cadavre, etc. Et c'est avec ces gens qu'on négocie en disant, bon, ben, on vous en donne, vous nous donnez un otage, puis on vous en donne 20, s'il s'agit de femmes, je sais pas, enfin, X quand il s'agit de femmes, 30, X plus je ne sais combien quand entre il s'agit 30 et d'hommes. 50 par otage. Voilà, il n'y a plus de problème d'inégalité, là, non plus. On estime qu'un homme ne vaut pas une femme et que c'est tout à fait normal. Et une vie n'égale pas une vie. Une vie n'égale pas une vie, bien sûr. Il y a des enfants qui sont torturés, des enfants qu'on a privés de nourriture intellectuelle, de nourriture spirituelle, de nourriture tout court, de jour, de lumière. Vous avez des gens, il y a des enfants qui ont passé l'essentiel de leur vie dans des tunnels où il n'y a pas de lumière, en mangeant je ne sais quelle nourriture, loin de leurs parents. Privation de nourriture affective. Ça s'appelle se faire torturer. Et on ne dit rien sur ce sujet-là. Puis on dit, ah mais c'est formidable, dès que la nouvelle est tombée, on dit la paix, la guerre est finie. Mais non, la guerre n'est pas finie. Le Hamas continue et le Hamas triomphe dans cette aventure, puisque c'est lui qui pose ses conditions. Je prends, je donne. Mais je donnerai si je veux, quand je veux, puis on verra. Et puis j'ai dit que, mais en même temps je reprends ma parole. Mais quel dilemme pour Israël? Alors moi, quel dilemme? La pression des familles des otages est totalement compréhensible. Il y a deux philosophes importants en Israël, un qui s'appelle Ben Israël et qui a travaillé sur l'enseignement, et un autre qui s'appelle Asa Kacher, et qui est un philosophe qui a pensé la question de la charte éthique des militaires. Et moi, j'ai vu sur le terrain des militaires qui nous disaient, voilà ce qu'est la charte éthique, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, comment on doit se comporter, comment on ne doit pas se comporter, etc. Et donc, ils ont théorisé à partir du Deutéronome, qui est l'un des livres de la Torah, Pentateuque des catholiques, et sur le commandement, tu ne tueras point, et sur ce que l'on doit faire et pas faire, et sur le triomphe de la vie en toutes circonstances. Donc c'est à partir de cette éthique juive, de la pensée juive de la Torah, que des philosophes contemporains pensent la question de l'engagement armé, et pensent également le rapport à autrui. C'est-à-dire qu'on ne tue pas, on ne massacre pas. Le Tsahal alors il peut y avoir des débordements, on peut imaginer, bien sûr, hein, mais il n'est pas écrit dans la charte éthique qu'on a le droit de violer des femmes, qu'on a le droit d'éventrer des femmes enceintes, qu'on a le droit de décapiter les enfants qu'on aura trouvés dans le ventre de ces femmes. Ça n'est pas possible d'un point de vue du texte. En face, c'est au contraire conseillé, autorisé, théorisé, voulu, souhaité. Et on dit, on va échanger, et là personne ne trouve ça normal, des tortionnaires, des gens qui ont été jugés dans un tribunal civil, dans un tribunal, je ne sais pas s'il est civil ou militaire, je me retiens sur cette épithète, qui ont été jugés puis emprisonnés. Prison à vie pour certains. Des gens qui ont du sang sur les mains. Et on se dit, on va échanger ça contre des otages, qui eux sont juste des civils qu'on a prélevés. Et on dit, mais c'est normal. On a d'un côté les tortionnaires, de l'autre côté les torturés, et on va dire, voilà, libérer les tortionnaires, et libérer les torturés, mais en même temps libérer beaucoup de tortionnaires. Tous ces gens tortionnaires qu'on va libérer, ça va faire une armée nouvelle. Tous les gens du Hamas qui ont été détruits dans les offensives militaires israéliennes, vont être remplacés illico par des gens qui n'attendent que ça. Je rappelle que Sinwar, qui était à l'origine de cette opération du 7 octobre, il a fait partie de gens qui ont été également libérés. Lors de la libération du soldat Gilad Shalit. Oui, dont on ne dit pas beaucoup non plus, que lui, il était resté dans son char, qu'il n'a pas combattu, qu'il s'est rendu, qu'il n'est pas allé au combat, et qu'après, on en a fait une espèce de symbole de la totalité d'Israël. Vous savez, quand on est militaire, l'éthique, et quand on est chef d'État, l'éthique n'est pas la même que quand c'est l'éthique privée. Il y a ce qu'on appelle des conséquentialistes chez les philosophes, et après des déontologues. Un déontologue, il vous dit, le mensonge, c'est mauvais, quoi qu'on fasse. Et vous dites, oui, mais enfin, si avec mon mensonge, je fais souffrir, est-ce que c'est pas bon? Quand il dit non, il faut pas. Et puis les conséquentialistes qui vous disent, ça dépend des effets produits. Donc tout ça est formidable, mais que vont devenir ces gens qu'on va libérer et qui, eux, n'ont de cesse de tuer à nouveau? C'est-à-dire qu'on aura épargné un certain nombre d'otages, mais en même temps, on va refaire des morts. Donc, on peut faire de l'éthique appliquée, ça s'appelle de faire de l'éthique appliquée. Michael Walzer, un philosophe américain, fait ça très bien, sur la torture, sur la guerre, etc. Mais concrètement, il va se passer des choses. On en reparlera, hélas. Et donc, c'est à discuter après, quand on est chef de l'État, ou quand on est Premier ministre en Israël, plutôt, effectivement, c'est savoir trancher sur ce genre de terrain. Et puis, vous avez l'opinion publique derrière. Évidemment. Vous avez des parents, et moi, je comprends très bien que des parents puissent dire, Michel Onfray, avec vos théories, là, vous êtes fort sympathique, nous, on a envie de retrouver notre fils, notre fille, notre enfant, notre petit-fils, et je les comprends. Évidemment. Je dis simplement que le chef de l'État, c'est celui qui se dit, attention, si on doit ponctuellement libérer des gens pour plus tard obtenir un retour du 7 octobre, est-ce que ça vaut vraiment d'être fait? Michel Onfray, on va écouter maintenant Manuel Valls, qui est aujourd'hui ministre des Outre-mer, mais qui est très impliqué aux côtés d'Israël, qui s'est questionné aussi à la lumière de ces cessez-le-feu, de cette trêve, sur le rôle de Trump, parce que l'impact de l'élection de Donald Trump a évidemment joué extrêmement fort dans cette négociation. Écoutez ce que dit Manuel Valls.
La diplomatie américaine, là en l'occurrence avec l'Égypte et le Qatar, a agi. L'équipe de Joe Biden, son secrétaire d'État, a obtenu évidemment ce résultat, mais c'est long. Mais l'effet Trump, à partir de lundi, déjà, il va bouleverser le monde. Ça, nous le savons. Nous rentrons avec d'ailleurs un certain nombre d'inquiétudes suite à ces déclarations. Mais parfois, il peut le bouleverser pour de bonnes choses. Sur Israël, sur le Proche-Orient, il a déjà, lors du premier mandat, changé un certain nombre de choses, incontestablement. Je suis plus inquiet après ces déclarations sur le Groenland, sur le Canada, sur le canal de Panama. Donc, il faut se préparer à ces changements. Raison de plus pour que l'Europe, face à cela, ait son mot à dire, soit forte. Et de ce point de vue-là, je pense que la France a toujours un mot à dire. Voilà pour Manuel Valls, qui était l'invité de Sonia Mabrouk. Oui, évidemment, l'effet Trump, il est là, déjà, avant même qu'il ne soit investi lundi. Ouais, bien sûr. C'est une erreur de dire que Biden a triomphé. Ça fait 1 an qu'il travaille, il n'a rien obtenu. Et il y a juste un moment donné où Trump arrive et il a dit, même à un moment donné, je veux une libération des otages avant ma prise de pouvoir. Sinon, l'enfer se déchaînera sur le Hamas. Voilà. Et l'enfer, c'est quoi ? C'est le rapport avec l'Iran. C'est ça qui est en jeu. Et les Iraniens, ils ont bien vu qu'ils avaient perdu une partie du Hamas, ils ont perdu une partie du Hezbollah à Gaza, une partie du Hezbollah dans le sud Liban, et qu'ils ont perdu une partie de leurs alliés avec la Syrie qui est tombée. On ne sait pas encore à quoi va ressembler la Syrie de demain. Et on voit qu'il s'est passé des choses au Liban, il s'est passé des choses en Syrie, et ils sont en train de redessiner la carte du monde à cet endroit. Et Trump a des idées. Je suis d'accord avec Manuel Valls sur cette idée du canal du Panama, du Groenland. Je sais pas ce qu'il a derrière la tête. Il a des pensées de derrière la tête, mais ce sera intéressant de voir quoi et comment. C'est un businessman, c'est un vendeur de tapis. Donc parfois il dit, ben voilà, je place le curseur un petit peu plus loin, et puis après on va reculer. Et bien sûr qu'il va pas envahir le Groenland, mais c'est pas impossible qu'il obtienne des traités qui lui permettent d'installer des bases. Il peut penser comme ça, Trump, et je le pense. Et donc ce qui se joue actuellement, c'est la relation entre les États-Unis et l'Iran. Et l'arsenal atomique, susceptible d'être atomique, des Iraniens qui vont avoir ou qui ont déjà une bombe atomique. On ne sait pas encore, mais enfin, ils sont pas loin. Et donc, lui, il veut réécrire l'histoire au Proche et Moyen-Orient. Après, il a un autre sujet qui est la Chine, lui. Et qui est son vrai adversaire commercial. Voilà quelqu'un dont il fait peur, Trump. Et justement, son imprévisibilité. Et il le sait très bien. C'est pourquoi, d'ailleurs, il balance des boules, pas des boules plumes, des ballons sondes. Des ballons sondes. Voilà, absolument. Il balance des leurres par-ci, par-là. Il mobilise toute la réflexion planétaire. On va voir ce qu'il va faire sur ce sujet-là. Simplement, les Iraniens savent très bien que Trump arrive au pouvoir, ce ne sera pas Biden. Ce ne sera pas la politique sympathique du voyons-nous, imaginons ce qu'on peut faire ensemble, etc. Lui dit non, il va y avoir du feu, il va y avoir de la guerre, il va y avoir du sang, et puis on peut avoir des frappes techniques sur des sites nucléaires, et y aller directement en Iran, puis on verra bien ce que vous allez faire, vous aussi. Donc il fait de la politique de manière assez virile, comme ça se faisait un peu jadis, où on avait des chefs d'État, à la Churchill, à la De Gaulle, ou à la Staline, où on avait des gens, ou à la Mao Tse-tung, dont on savait très bien qu'ils ne rigolaient pas. Et donc là, il cultive son caractère d'imprévisibilité. On sait pourtant qu'il a un plan, on ne sait pas quel il est. Déjà 100 décrets présidentiels sont préparés pour le premier jour. Hein. Voilà. Ils seront prêts. Et l'intérêt, quand on a un plan, c'est qu'effectivement, les autres ne le savent pas pour éviter de déjouer le plan. Donc, il joue tout ça, et très bien. Je ne sais pas s'il a lu Sun Tzu, l'art de la guerre. Il y a des gens qui l'ont fait pour lui, assez probablement, et qui lui ont donné des conseils. Ceci dit, le chef d'entreprise qu'il est sait qu'il faut négocier comme ça. Donc oui, c'est un succès de Trump, et pas un succès de Biden. Quant à l'Europe, elle est perdue. Je veux dire que par rapport sur ce sujet-là, elle n'a pas son mot à dire. Alors c'est marrant de voir les personnalités françaises qui ont été invitées par Donald Trump pour cette investiture. Marion Maréchal, en tant que vice-présidente du Parti européen conservateur et réformiste. Et puis il y aura aussi Éric Zemmour, Sarah Knafo. Ça vous étonne pas que cette droite-là soit à l'investiture de Trump, alors que le Rassemblement national n'y va pas, n'a pas voulu y aller? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pour les gens qui se posent la question qu'est-ce qui différencie Jordan Bardella, Marine Le Pen de Sarah Knafo, Éric Zemmour, par exemple. Oui, il y a quelque chose à aller voir du côté de Trump, parce qu'elle a pris soin de dire « Oh là là, mais moi je ne m'engage pas, ni même avant l'élection, ni même pendant et après le résultat, ni même aujourd'hui. » Elle reste prudemment à distance. Je pense qu'il y a un corpus idéologique, c'est pas que je pense, j'en suis persuadé, il y a un corpus idéologique chez Sarah Knafo et chez Éric Zemmour, très ultralibéral d'ailleurs depuis un certain temps. Et qu'il n'y a pas ça chez Marine Le Pen, qui ne veut pas faire peur, qui ne veut pas faire peur aux médias non plus, qui ne veut pas dire « Oh là là, il y avait Poutine jadis, maintenant il va y avoir Trump ». Elle est en train d'attendre, comme tout le monde attend. Là. Je dirais, il organise ça, Macron d'ailleurs. Bayrou, il est là pour que l'attente puisse durer longtemps. Elle est là pour que l'attente puisse durer également longtemps. Elle pourrait décevoir
en étant à ce point dans l'espèce de politique politicienne, alors qu'il y a chez Zemmour et Knafo une option idéologique, une ligne idéologique qui rencontre celle de Trump, mais peut-être aussi celle d'Orban ou celle de quelques autres. D'où leur présence veulent pour le coup le retour de certaines nations et pas, contrairement à ce que dit Jordan Bardella, le retour de tous les peuples du monde entier. Pas du tout. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Un mot de l'Algérie. Il y a toujours beaucoup de tensions entre la France et l'Algérie. Après le refus de ce pays de reprendre l'un de ses ressortissants, un pseudo-influenceur, moi je parle d'un activiste algérien qui proférait des menaces sur Internet. Il y a eu de nouvelles arrestations, d'ailleurs, à l'initiative de Bruno Retailleau cette semaine. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, qui a tenu une conférence de presse cette semaine et qui lui a martelé qu'il ne fallait pas faire la guerre avec l'Algérie. Écoutez, puis on va voir ce que vous en pensez. Parce que le principal bilan international de cet homme et de ses équipes, c'est qu'on est fâché avec tout le monde. Et comme ça ne suffisait pas, il trouve encore le moyen qu'on aille se fâcher avec l'Algérie. Alors je ne suis pas en train de vous dire que c'est le gouvernement algérien qui a raison, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le gouvernement français, pour qu'il ait raison, il faudrait qu'il se donne un peu de mal à se rendre crédible et pas à violer les droits des personnes pour ensuite s'étonner qu'un gouvernement ne l'accepte pas. Eh bien voilà la situation. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie. C'est clair, ce sont nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos grands-parents, nos amis. Il y en a assez de ce vocabulaire. Assez de dire « nous allons riposter ». Quoi riposter? Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes payés pour faire de la diplomatie. Vous êtes payés pour vous entendre, pour discuter. Il n'y aura pas de riposte. Il doit y avoir une discussion. Ça suffit, sans arrêt, de montrer du doigt, toujours les mêmes, pour les culpabiliser. Vous croyez qu'on ne vous voit pas arriver? Voilà, pour Jean-Luc Mélenchon, je vois que vous n'êtes pas surpris par ces paroles. Hein. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que Michel Onfray. Mais le marxisme a toujours été le parti de l'étranger. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire le parti de la haine de la France. Alors il aime tous les pays. Il nous a fait une liste. Oui. Mais il n'aime pas la France, ça c'est clair, il n'aime pas la France. Il veut la détruire, il veut qu'on ait une nouvelle France, il veut un peuple créolisé. Il nous a dit à une époque, quand il est arrivé du Maghreb et qu'il s'est retrouvé en Normandie, c'était vraiment le bout du monde avec que des alcooliques avec des faces de blanc et que ça le rendait malheureux. Alors ça c'est pas... Il y a eu le détail de l'histoire a poursuivi Le Pen toute sa vie. Cette vidéo n'a pas poursuivi Jean-Luc Mélenchon, qui est une vidéo raciste. Pas seulement contre les Normands, mais d'imaginer que les Normands, les Français sont des faces de blanc, alcooliques, dégénérés, etc. D'un seul coup, il nous dit mais nous, on est nés au Maghreb, on est très nombreux. Bah, peut-être. Éric Nolot le dit souvent, Julien Drey le dit sur ce plateau. Enfin, ils ont écrit des livres sur lui et expliquent comment il fonctionne, mais il y a un fond aussi qui est le sien. Cette célébration de l'Algérie, c'est quand même une célébration chez lui de tous les hommes forts qui sont des dictateurs. Il a fait ça avec Castro, il a fait ça avec Chavez, il l'a fait avec les Chinois aujourd'hui, quand il estime que le Tibet peut être occupé par les Chinois, ça ne le gêne pas du tout. Cet homme n'aime que les dictateurs et les tyrans. Il le dit clairement, tous ces gens qui nous disent Robespierre était formidable. Il peut choisir un autre héros dans la Révolution française, plutôt qu'un type qui a envoyé des tonnes de gens à la guillotine, de faire couper la tête. Il nous disait que Cuba n'était pas une dictature, et que Castro, quand il est mort, il s'est mis à faire des espèces de poèmes extravagants. Cet homme n'aime que les régimes dictatoriaux, tyranniques, que les gens qui se moquent de la démocratie, qui foulent le principe de la République, le principe de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de la laïcité, du féminisme, et il s'inscrit dans cette logique-là. Ce qui aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est que dans l'opposition, eh bien, ça renseigne sur ce qu'il serait s'il était au pouvoir. Quand lui estime que la police tue alors qu'elle ne tue pas, s'il y avait une police sous Mélenchon, je pense que la police tuerait. Bon, ça, on ne le sait pas. C'est une hypothèse, je pense, parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui fasse l'éloge de tous les régimes dictatoriaux et tyranniques de gauche puisse être un démocrate s'il arrivait au pouvoir. Michel Onfray, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui vous est arrivé, cette conférence que vous deviez tenir dans un lycée professionnel hôtelier de Caen, qui a été annulée en raison de la pression de quelques professeurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une atteinte à la liberté d'expression, selon vous, une de plus, dans un pays qui est désormais coutumier du fait? Oui, bien sûr. C'était un jeune stagiaire d'Europe 1 que j'ai découvert dans le couloir en sortant d'émission qui me disait « Ah, ma mère vous adore, elle aimerait bien vous faire venir dans ses classes. » Je dis qu'à cela ne tienne, c'est très facile, elle me contacte et puis on organise ça. Et donc elle avait fait tout ça très bien, elle avait obtenu l'assentiment du proviseur. Et il y a eu 2 ou 3 profs, notamment un prof d'histoire, semble-t-il. Je plains les élèves qui ont les cours d'histoire donnés par ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas qui sont ces gens. Et il a obtenu gain de cause. C'est-à-dire une minorité vraiment très agissante qui, sur une majorité qui semblait
silencieuse et acquise. Personne n'a interdit que cette réunion se fasse, cette rencontre se fasse. Je devais parler de l'agriculture, de la paysannerie dans un lycée hôtelier. Et donc, je ne venais pas faire de politique politicienne. Il s'agissait de faire de la prospective sur ce que sont les viandes de synthèse, sur la disparition de la paysannerie ou ce genre de choses. Et le proviseur a lâché. C'est-à-dire que c'était au proviseur de dire vous avez le droit de ne pas aimer Michel Onfray, et vous avez aussi le devoir d'être dans la salle avec vos élèves et de questionner Michel Onfray, de le mettre en difficulté. Ça s'appelle le dialogue. Ils sont dans la salle, ils ne m'aiment pas, ils me détestent, ils me posent des questions. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Évidemment. Je discute, je débat. Les élèves peuvent se faire un avis. D'un seul coup, ils entendent la parole des profs. Alors eux, c'est le bourrage de crâne de ces profs-là, des élèves, toute l'année. Et ils n'acceptent pas que pendant 1h30, une pensée différente, rencontrer des élèves pour donner des pensées alternatives, juste permettre à des enfants de faire fonctionner leur intelligence. Donc plutôt la censure, finalement, que la liberté d'expression. Bien sûr, mais c'est fréquent. Vous savez, on interdit les antennes, on interdit les médias, on fait silence. Quand on parle des gens, on dit du mal d'eux ou on fait courir. Ça a beaucoup de sens dans notre groupe. Ben oui, moi j'ai ça depuis des années, mais effectivement, à CNews, c'est perpétuel. Éric Nolot m'a envoyé un petit texto le lendemain en disant regarde, il m'arrive la même chose dans le nord de la France où il devait faire une conférence, et exactement la même chose. Le Parti communiste qui avait fait savoir qu'il n'était pas question qu'Éric Nolot puisse s'exprimer. Mais on a fait, lui et moi, un livre qui s'appelait La gauche réfractaire pour expliquer quelle gauche était la nôtre. Mais ces gens-là estiment que non, il n'y a qu'une gauche, c'est celle qui se trouve dans les partis. Surtout pas discuter, surtout pas débattre, c'est-à-dire couper des têtes. Et ces gens-là ont l'obsession du coupage de têtes. C'est pourquoi précédemment, quand je vous disais, une fois ces gens arrivés au pouvoir, je ne peux pas imaginer une conversion dans le sens de l'éthique, puisqu'ils ont déjà choisi le camp de l'immoralité. Un petit clin d'œil d'ailleurs à notre ami Philippe de Villiers qui a encore fait une émission formidable hier avec Elliott Deval. On a appris que le Puy du Fou était exclu du pass culture. Pas surprenant, mais honteux et scandaleux. Oui, il y a ce que Jean-Pierre Le Goff, qui est un sociologue originaire de Caen, qui est très intéressant, moi je lis tous ses livres, a appelé le gauchisme culturel. Alors parce qu'il y a la gauche de la politique politicienne, des Mélenchon, etc., des Hollande qui aujourd'hui se servent du parti plutôt qu'ils ne servent les classes dites laborieuses qu'ils prétendent représenter. Mais j'ai perdu mon idée. On parlait de Philippe de Villiers. Oui, c'est ça. Mais le gauchisme culturel, c'est la mise au service de la culture, au service d'une idéologie. La mise de la culture, au service d'une idéologie. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec les gens qui ont fabriqué le spectacle autour des Jeux Olympiques. On nous a dit la culture, c'est ça. Donc c'est la culture, woke, trans ceci, trans cela, etc. Bon, d'accord, très bien, pourquoi pas. Mais laisser en face d'autres individus qui pensent que la culture, ça peut servir à autre chose et autrement. Parce que là, d'un seul coup, on passe du wokisme de ce type à poil sur une table, là, en train de danser de manière un peu vulgaire, à la célébration de Notre-Dame de Paris restaurée. Et on se dit, s'il y a les deux cultures, c'est pas un problème, mais c'est souvent la même culture. Que tout puisse coexister, alors. Mais voilà. Et là, dans le pass culture, on voit bien que les officiels de la culture, très subventionnés d'ailleurs, qui estiment que quand les paysans demandent d'être subventionnés et aidés et protégés, ce sont des fascistes, mais quand on protège les intermittents du spectacle, quand on protège les gens de la culture, quand on protège le monde de l'édition, le prix unique, le prix unique du livre, ou quand on estime qu'il faut que le cinéma puisse subventionner le cinéma, etc. Alors là, le protectionnisme, c'est vraiment très bien quand même pour les gens de ce business-là, de ce monde-là. Mais oui, on devrait aujourd'hui pouvoir dire, mais vous choisirez. Si vous ne voulez pas aller au Puy du Fou, n'y allez pas. Allez-y, je trouve que c'est formidable. Et oui. Mais on peut dire, oui, il y a ça, puis il y a autre chose. Que ces gens-là fassent des choses. Et Philippe de Villiers, il a construit ça avec des phares de voiture pour servir d'éclairage et des bottes de paille pour que les gens puissent s'asseoir. Il y a une trentaine d'années, quand il a démarré, avec M. Retailleau, d'ailleurs, à l'époque. Absolument. Et bien que ces gens fassent leur Puy du Fou, qu'ils entreprennent, d'ailleurs, ils ne sauraient pas le faire autrement qu'en étant subventionnés par l'État, et puis qu'ils fassent leur contre-histoire de la politique ou de l'histoire. Et on verra effectivement que Jeanne d'Arc était un garçon, on verra que... des trucs à la... Oui. La réécriture de l'histoire. Oui, vous savez, Boucheron et ses copains là, qui ont fait l'histoire mondiale de la France, c'est assez sidérant. Et ça vaudrait un thème d'émission complet. Ah, complet. Allez, on se le prévoit pour la prochaine fois. Merci beaucoup Michel Onfray, c'était passionnant. On salue notre ami Philippe de Villiers. Absolument. Et on se retrouve la semaine prochaine sur CNews et Europe 1.